Bonsoir à tous, merci le Cérébrio pour l'invitation et merci Takeda de permettre la tenue de, de ce webinaire. Donc, je vais essayer de vous montrer quelques exemples d'utilisation en routine de cette approche d'évaluation de la maladie résiduelle. Voilà mes conflits d'intérêts. Un petit glossaire, hein, pour rappel, c'est vrai que MRD, on l'entend sous la forme de minimal residual disease, mais de plus en plus commence à naître la notion de molecular residual disease, puisque de détecter, on le verra notamment pour l'adénocarcinome EGFR muté d'origine bronchique, une analyse moléculaire au moment d'un temps de progression de récidive de la maladie peut avoir son importance pour décider d'un traitement. La maladie résiduelle a une définition stricto sensu assez simple, hein. C'est vraiment essayer d'établir la probabilité pour un patient qui persiste après traitement d'un cancer localisé, des micrométastases non détectées au moment du bilan initial et du traitement à visée curative initiale. Alors si on s'en tient à cette définition, c'est évident qu'on se limite à un tout petit pan de l'histoire de l'adénocarcinome bronchique GFR muté. Et comme l'a bien montré sur les diapositives de chronologie le docteur Domblide, finalement, l'utilisation de la maladie résiduelle peut survenir à tout temps de la prise en charge des patients. Alors, la notion de persistance d'une cellule tumorale qui peut poser le souci d'une récidive, elle est quand même connue maintenant depuis des années. Lorsque l'on reprend par exemple cette publication de 2015 du professeur Mock, chez des patients qui étaient majoritairement des stades 4 d'adénocarcinome GFR muté, c'était une étude randomisée. Les patients recevaient 6 cycles de chimiothérapie par platine et Gemzar, et puis ils étaient randomisés entre recevoir en séquentiel de l'erlotinib ou du placebo. Et puis, on évaluait l'existence de la mutation EGFR avant traitement et AC3. Et on le voit, à partir du moment où on a une clairance, une disparition de la mutation, le devenir du patient est meilleur, que ce soit en survie sans progression ou en survie globale. On a vraiment de la PFS qui passe quasiment du simple au double, hein, 7 mois de PFS pour le bras avec persistance de la mutation et l'absence de disparition AC3 versus 12 mois pour l'autre bras. Et pour la survie globale, vous passez de 18 à 32 mois. Donc ça fait vraiment des différences de devenir patient considérables. Et ces données laissent vraiment entendre que réussir à faire disparaître le clone tumoral a toute son importance dans la prise en charge du patient. Autre donnée beaucoup plus récente, c'est une publication de cette année, issue de l'étude S1403. On est cette fois-ci chez de la population vraiment complètement métastatique, EGFR muté. Les patients reçoivent de l'afatinib plus ou moins du cetuximab. Et puis, lorsque l'on s'intéresse aux patients pour lesquels on arrive, en tout cas, on recherche chez les patients une détection de la mutation activatrice de l'EGFR, en baseline, on la détecte chez 77% des patients pour laquelle l'analyse s'intéresse. Et chez ces 77 patients, on se rend compte que lorsque l'ADN tumoral circulant qui exprime la mutation EGFR est présent, il est plus fréquent, enfin, il est facilement associé à l'existence de métastases cérébrales, de métastases hépatiques, d'un statut métastatique 1B, donc des facteurs de maladies plus avancées, de moins bons pronostics. Euh, Lorsque l'on évalue la persistance de la mutation EGFR à 2 mois de traitement, ce qui correspond au troisième cycle et jour 1 du troisième cycle, on voit que la majorité des patients sous traitement vont négativer leur ADN circulant pour ce qui est de la mutation EGFR, et ça a un vrai impact en termes, encore une fois, de survie sans progression et de survie globale chez ces patients. Et donc, une nouvelle fois, on démontre encore et toujours que cette clearance, cette disparition du clone qui comporte la mutation EGFR a vraiment une vraie valeur pronostique chez ces patients. Alors, la notion de longitudinalité, et Charlotte Domblil a vraiment déjà commencé à vous en parler, est très importante. Et finalement, le premier énorme modèle d'évaluation de la maladie
projet vraiment multidisciplinaire de grande échelle est l'étude TracerX du professeur Swanton qui travaille en Angleterre. C'est un projet vraiment de collecte prospective de données cliniques, mais aussi de biologie moléculaire des patients à différents temps de leur prise en charge. Alors, c'est patients présentant un cancer du poumon, ce n'est pas spécialement réservé aux mutations de l'EGFR, mais vous voyez que les patients vont avoir des collectes de données tissulaires au moment du diagnostic. La pièce de résection chirurgicale va être également évaluée, notamment en termes de biologie moléculaire. Et puis, tout au long du suivi, plus ou moins après traitement adjuvant et au moment de la récidive, il va y avoir des temps de détection de maladie, que ce soit sur tissu ou en évaluation d'ADN tumoral circulant. Et ce type d'étude, lorsque l'on reprend ce qui a été publié pour 100 cas patients inclus dans cette étude de stade localisé, ce type d'étude génère énormément d'informations et soulève des hypothèses pour le suivi et la prise en charge thérapeutique des patients. Tout d'abord, on a du détail sur la population étudiée, que ce soit le sexe des patients inclus, leur statut ancien tabagique, non fumeur ou absence de tabagisme dans leur histoire de vie. On a également des données d'histologie, des données de stade de la maladie. Et le fait d'analyser à différents temps la maladie, ça permet de réaliser des séquençages, notamment sur la pièce opératoire, sur ces stades localisés, pour évaluer des analyses, enfin, des taux de mutation, la présence de mutation, la présence de le nombre de copies de gènes, et vous arrivez à générer des arbres de clonalité pour chacun des patients. Donc, ça génère beaucoup d'informations. On peut voir arriver des drivers un peu moins inexistants, en tout cas au moment du diagnostic. On arrive sur ce type d'études à retracer toute l'histoire clinique et moléculaire des patients étudiés. Et puis, quand vous soulevez des questions et que vous générez autant d'informations, finalement, vous arrivez à savoir ce qui se passe. Et par exemple, des patients qui présentent une hétérogénéité mutationnelle importante dans leur analyse moléculaire de la maladie ont une survie moins bonne. C'est pareil pour le nombre de copies de gènes. Vous voyez les grands événements qui conduisent à une hétérogénéité intratumorale chez un patient, notamment le doublement du génome, l'instabilité chromosomale, les processus de survenue de nouvelles mutations. Et donc, vous apprenez par la clonalité, la sous-clonalité que vous arrivez à soulever dans l'analyse moléculaire de ces patients, et bien finalement, vous arrivez à émettre des hypothèses d'orientation thérapeutique. Et donc, le TracerX est vraiment l'exemple type d'une étude qui prend en compte cette longitudinalité et essaye de rassembler le maximum d'informations dans l'histoire du suivi des patients. Alors, c'est assez intéressant, c'est compliqué, mais vous voyez que ça génère, par exemple, chez des patients suivis pour un adénocarcinome bronchique, vous arrivez à voir que vos principaux drivers de maladies pour lesquels vous avez possiblement un traitement adapté, mutation EGFR, mutation de MET, BRAF, CARAS, font partie finalement des populations très clonales, c'est-à-dire qui existent dès le début du diagnostic du patient. Vous avez du gros événements moléculaires, notamment le doublement du génome qui génère une expansion un peu sous-clonale. Alors, vous voyez que les clones de départ persistent, mais peuvent augmenter dans le temps. Et puis, au fur et à mesure que la maladie est traitée, progresse sous traitement, vous avez d'autres anomalies, par exemple des gènes de réparation de l'ADN, des mutations de PIK3CA qui apparaissent dans l'histoire du patient. Et finalement, vous voyez qu'au cours de l'histoire naturelle et sous la pression des traitements des patients, vous générez une carte moléculaire qui se complexifie et qui fait finalement prendre conscience du pourquoi un patient finit par résister à un traitement moléculaire quand vous voyez de telles données. Alors, la maladie résiduelle est intéressante à évaluer dès le stade localisé, et notamment pour ce qui est des pathologies EGFR mutées. Vous connaissez tous l'étude ADORA, cette étude qui a fait valider actuellement l'utilisation en adjuvant de l'osimertinib chez des patients traités qui recevaient ensuite plus ou moins de la chimiothérapie adjuvante. Il s'agissait d'une étude de phase 3 randomisée. Les patients présentaient une mutation de l'EGFR, soit une délétion de l'exon 19, soit la mutation L858R de l'exon 21, et ils étaient randomisés après leur traitement
initiale de chirurgie plus ou moins chimiothérapie adjuvante selon 2 bras de traitement, le placebo, l'osimertinib, qui était donné pour une durée de 3 ans. Et on a eu à l'ESMO les données un petit peu réactualisées selon le stade tumoral, en sachant que l'objectif primaire était la survie sans progression, notamment des stades 2 et 3A, mais que l'étude incluait des stades de 1B à 3A. Alors, c'est intéressant ces tableaux de survie sans récidive de la maladie, puisque, bon, clairement, on voit que quel que soit le stade, la courbe bleue, celle de l'osimertinib, elle est supérieure à la courbe jaune, qui est la courbe du placebo. Mais on se rend compte que quand même, la différence, elle est plus significative dans les stades plus avancés pour lesquels on subodore qu'il y a plus de micrométastases ou de maladies, en tout cas résiduelles. Sur la base de ce résultat d'étude, on a une AMM de l'osimertinib en adjuvant qui est tombée, et c'est vraiment un one size fit all. On utilise une stratégie unique pour des maladies très diverses, de stades quand même très différents. Il faut quand même se rendre compte que les patients vont prendre 3 ans d'osimertinib en adjuvant. Ce n'est pas du tout la même manière de tolérer un traitement qu'en stade métastatique, quand le patient se sent menacé pour sa vie de par son cancer. C'est un traitement qui quand même génère des effets secondaires, qui a un certain poids psychologique et qui en plus a un certain coût pour la société. Donc finalement, quand on regarde ce type de courbe, on se rend compte que même sur du petit stade du 1B, l'osimertinib apporte une amélioration de la survie sans progression. Est-ce que ça l'apporte chez tous les patients? Est-ce qu'il n'y a pas la nécessité de mieux identifier les patients qui vont être à risque de récidive? Et donc peut-être que là, l'analyse de l'ADN tumoral circulant et de la détection de la maladie résiduelle prend toute sa place. Et en fait, à cet ESMO 2022, on a eu une étude coréenne qui nous a été présentée, qui était vraiment extrêmement intéressante, qui évaluait le rôle du monitoring longitudinal de l'ADN tumoral circulant chez des patients EGFR mutés de stade un peu plus, même moins avancé que dans ADORA, puisque les stades 1A étaient acceptés, et vous voyez que les patients pouvaient être inclus d'un stade 1A à un stade 3A. Et puis, l'ADN tumoral circulant était évalué en baseline, c'est-à-dire avant la chirurgie, puis les patients étaient opérés, et puis régulièrement, vous voyez, tous les 3 mois la première année, tous les 4 mois la deuxième année, ainsi de suite, jusqu'à 5 mois après la récidive clinique, cet ADN tumoral circulant était évalué. Alors, on est sur une population classique avec plus majoritairement des femmes, plus majoritairement des gens qui ne fument pas, des mutations activatrices de l'EGFR absolument classiques. Et vous voyez qu'il y avait 60% des patients qui présentaient un stade peu avancé. Alors, cette étude est vraiment intéressante dans ce sens où, à l'issue alors, les patients sont tous opérés. Avant la chirurgie, on trouve de l'ADN tumoral circulant chez 24% des patients. Alors, ça varie, vous voyez, en fonction du stade. On est à 23% dans le stade 1A, 18-19% dans le stade 1B. C'est un peu plus marqué dans les stades 2B et 3A. Autre information intéressante, quand on regarde les copy numbers, donc le nombre de copies de gènes, ce nombre est complètement plus important dans les stades plus avancés. Et puis, lorsque les patients sont opérés, l'ADN tumoral circulant est redosé 4 semaines après la chirurgie. Et là, 76% des patients qui avaient au baseline, avant la chirurgie, de l'ADN tumoral circulant prouvé, voient leur ADN tumoral circulant porteur de la mutation GFR complètement disparaître. Mais vous voyez que c'est vraiment pas du 100%. Et quand on voit le nombre de patients de stade 1A qui ont de la maladie circulante, là où on s'attendrait que la maladie finalement est tellement localisée qu'on ne va pas détecter d'ADN tumoral circulant. Quand on voit aussi que la chirurgie ne leur permet pas à tous ceux qui avaient de l'ADN tumoral circulant avant chirurgie, on voit qu'il y a possiblement la place, et même à des stades plus précoces que ce qui a été démontré dans ADORA, mais peut-être avec des patients effectivement sélectionnés sur la base de cette maladie résiduelle pour un éventuel traitement adjuvant après la chirurgie. Et dans cette étude, on voyait bien que chez les patients pour lesquels on ne détectait pas d'ADN tumoral circulant avant la chirurgie, la survie sans maladie était meilleure que ceux pour lesquels l'ADN tumoral circulant était positif avant la prise en charge chirurgicale, mais se négativait au décours. Et le troisième groupe, qui était le moins bon, était ceux pour lesquels il y avait une maladie détectable en ADN tumoral circulant avant chirurgie, mais pour laquelle l'ADN tumoral circulant persistait à 4 semaines de la chirurgie.
L'étude était tout à fait logique puisqu'on avait une survie sans maladie qui corroborait les stades de la maladie. Plus le stade était avancé et puis moins la survie sans maladie était bonne. Et ce qui était intéressant de constater, c'est qu'indépendamment du stade de la maladie, le groupe ADN tumoral circulant euh, était en lui-même un facteur de mauvais pronostic dans cette étude. Alors, l'utilisation de la maladie résiduelle a également sa place en maladie métastatique, toujours à l'ESMO 2022, qui a été riche dans la pathologie bronchique. Cette étude Apple de l'ORTC est une étude qui a cherché à évaluer la faisabilité et notamment la place d'un monitoring de l'ADN tumoral circulant, notamment sur la mutation T790M, parmi trois groupes de patients qui présentaient une mutation EGFR activatrice classique. En première ligne non traitée, les patients recevaient soit dans le bras l'osimertinib d'emblée. On était encore à un moment où l'osimertinib n'avait pas l'AMM en première ligne lorsque Apple a été conduit. Le bras B, les patients recevaient du gefitinib, donc un TKI de première génération, et ils pouvaient se voir proposer l'osimertinib soit lorsqu'on détectait en ADN tumoral circulant la mutation de résistance à un TKI de première génération, la mutation de l'EGFR T790M, ou à progression selon RECIST sur le scanner. Et le bras C était un switch du gefitinib pour l'osimertinib uniquement en cas de progression selon les critères RECIST, donc des critères scanographiques. Ils évaluaient en objectif primaire la survie sans progression à 18 mois sous osimertinib. Et les patients pour lesquels on voulait essayer de switcher le traitement au moment de la détection de la T790M en ADN tumoral circulant bénéficiaient d'un prélèvement et de recherche d'ADN tumoral circulant toutes les 4 semaines dans l'étude. Il est intéressant de constater dans le bras B que 17% des patients, donc 8 sur 47, ont switché du TKI de première génération à une deuxième ligne par osimertinib parce que nous avons détecté, en tout cas, il a été détecté une progression moléculaire, je dis nous parce qu'on avait Apple sur le centre de l'Institut Bergonié. Lorsque la progression moléculaire était effective, 17% des patients ont switché pour l'osimertinib. La PFS à 18 mois sous osimertinib dans le bras B, c'est-à-dire vraiment à progression soit par détection de la T790M en ADN tumoral circulant, soit par progression récisse sur le scanner, était plutôt bonne, hein, vous voyez, avec une PFS à 22 mois. Si l'on compare les données de PFS, donc de survie sans progression du bras B par rapport au bras C, on n'a pas de différence. En tout cas, le bras B ne fait pas moins bien. Il est discrètement au-dessus, mais d'une manière non significative. Et c'est globalement la même analyse pour les données de survie globale. Alors, de manière intéressante, pour tous les patients qui recevaient dans l'étude un premier traitement par gefitinib, on remarquait que 65% d'entre eux avaient une mutation de GFR détectée au baseline avant de commencer le traitement, et que, comme toutes les données des 10 dernières années concernant le sujet, lorsque le patient présentait une disparition de la mutation EGFR initiale, la mutation activatrice qui fait décider le traitement par gefitinib, il se comportait mieux en termes de survie sans progression. Donc vraiment, c'est toujours cette importance de réussir à faire disparaître la mutation driver par la pression thérapeutique. Alors, évaluer la réponse au traitement dans un suivi standard. Nous, sur l'Institut Bergonié, on a le programme COP pour tous les patients qui présentent un cancer du poumon métastatique. Ce n'est pas réservé à ceux EGFR mutés. On propose une prise en charge standard qui est celle du suivi sous traitement avec la consultation et le scanner. Et puis, les patients sont randomisés. Et l'autre bras, le bras expérimental, consiste à réaliser une biopsie liquide avant le traitement, à l'issue du premier cycle, et puis après à chaque scanner. Et on discute de chaque dossier patient qui a été prélevé de la semaine précédente. À partir du moment où on a le résultat de la biopsie liquide, on le discute dans une RCP dédiée, et on se rend compte en discutant des patients que au cours du suivi, on voit que la fraction tumorale détectée dans la biopsie liquide diminue lorsque le traitement fonctionne, et parfois on a le résultat au C2 alors que le scanner est à C3. Et donc on a des informations par la prise de sang qui sont plus précoces que par le scanner. On voit disparaître certaines mutations pour en voir réapparaître d'autres. On a vu disparaître une mutation de GFR activatrice sous pression de traitement. Et puis, on a vu apparaître chez le même patient une mutation de CARA G12C. Donc, ça génère quand même des informations, de réponse au traitement par diminution de la fraction tumorale dans la biopsie liquide.
au contraire de progression de celle-ci, mais aussi parce que dans cette biopsie liquide, il y a à chaque fois un test moléculaire qui est le Foundation Medicine. Hem, on a vraiment des données moléculaires robustes et puis importantes qui génèrent des hypothèses de changement thérapeutique et dans COP, on essaye donc de voir si, heu, la la biopsie liquide, dans le suivi patient, améliore, finalement les données de survie du patient. Donc, autour de la maladie résiduelle, c'est est-ce qu'il y a un vrai intérêt à détecter précocement une récidive ou une progression? Que ce soit dans le stade précoce ou dans le stade métastatique, on voit que possiblement l'analyse de la maladie résiduelle a sa place. Dans les stades précoces notamment, il y a une étude en cours qui propose, chez des patients de stade 1 qui auraient été opérés, de leur donner un traitement par TKI de troisième génération seulement si après la chirurgie, on détecte de la maladie résiduelle et non pas à l'aveugle, tel que ça a été conduit dans ADORA. Dans le stade métastatique, est-ce que détecter, une maladie, résiduelle est intéressant? C'est probablement, en tout cas, pas suffisant de se contenter de voir qu'il y a une réapparition de maladie résiduelle, une augmentation de celle-ci, heu, notamment dans le cancer du poumon, EGFR muté, vraiment les données moléculaires pour évaluer les mécanismes de résistance sous traitement est importante. Après, c'est évident que dans la maladie métastatique, d'essayer de détecter plus précocement une progression peut avoir son intérêt. Il faut quand même se rendre compte que quel que soit le TKI, pour lequel le patient est en cours de traitement, c'est des données de TKI de première génération ou sous osimertinib, on a quand même 30 des patients qui ne vont jamais, bénéficier d'une deuxième ligne par altération de l'état clinique, qui ne leur permettent pas de se voir proposer une suite thérapeutique et donc que peut-être de réussir à, hem détecter, plus vite que ça se passe mal sur le traitement en cours, avant la symptomatologie qui rend le patient rédhibitoire pour un autre traitement ou la progression, scanographique lui permettre justement d'avoir une suite, mais à mon avis, cette suite ne peut pas se faire, si on se contente d'un test qui dit: «Il y a plus de cellules, il y a plus d'ADN». Il faut vraiment une analyse moléculaire de ce qui persiste ou de ce qui réapparaît pour, à mon avis, apporter un bénéfice au patient. Pour ce qui est du stade localisé, pour prédire le risque de rechute, on l'a vu, hein, on commence à avoir vraiment des données intéressantes. Je vous ai montré de la donnée après chirurgie, mais le même type de données doit possiblement exister après radiothérapie, chimiothérapie. Je vous remercie de votre attention. Alors, je vais laisser la parole, de ce fait au professeur Ruisseau, heu, pour la suite de ce webinaire.